Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est un extrait de la Bible. Les croyants, mais aussi les incroyants, entendent justement ces jours parler de guerre et de bruit de guerre près de nous, dans le Sahel ou dans l'est du Congo, mais aussi dans le lointain Ukraine ou encore au Proche-Orient, au Yémen ou en Palestine. Depuis une semaine, le conflit israélo-palestinien connaît de nouvelles répliques. Elles sont bien sanglantes, déjà des milliers de morts. L'homme n'est-il pas du coup le principal problème de la Terre, loin devant ceux du réchauffement climatique, de la hausse des températures ou encore des inondations? Les inondations sont de plus en plus fréquentes dans le monde, y compris au Togo. La petite saison des pluies devenue grande envoie régulièrement ses jours sur le pays, des trompes d'eau. On pourrait penser que du coup, le pays n'aurait plus de soucis liés justement à l'approvisionnement en eau. Il va sans dire que l'eau de pluie ne sort pas des robinets. C'est pourquoi les autorités ont bien voulu actionner plus fortement les installations de la Togolaise des eaux. Cette semaine, c'est le Premier ministre qui a lancé le projet de sécurité hydrique en milieu urbain au Togo. Victoire Tobega-Dogbe dira que l'eau représente un des facteurs en soutien à la croissance de l'économie. Son ministre de l'eau en lien avec les forages ajoutera: ne soyez pas surpris si on en vient vous demander les papiers qui vous autorisent à faire les forages, puisque c'est vital. Demain, à la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, il sera justement question de ce précieux liquide. Les Nations Unies agitent ce slogan: l'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté, rejoignez-nous. C'est le temps du rassemblement, tout le contraire. Au comité d'action pour le renouveau, Togbi Sylvain Dagman est descendu du cas. Vendredi, il a expliqué sa décision. Il a donc décidé de partir. De nombreux Togolais ont pris la même décision. Pas celle de quitter leur parti politique, mais de quitter le Togo. C'est la saison de la loto-visa. Le rêve américain habite au cœur des quartiers. Les kiosques sont nombreux à proposer leurs services. Comment expliquer cette addition au jeu? Les résultats seront connus l'année prochaine, bien après ceux de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le tirage au sort effectué sans le Togo propose comme de tradition de belles affiches. En tête d'affiche, des favoris comme le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, mais aussi le Maroc, l'Égypte ou encore le Sénégal. Le pays de Macky Sall, tenant du titre, aura une année 2024 bien chargée. Le dimanche 24 février, 2 millions d'électeurs sénégalais seront appelés aux urnes pour choisir un nouveau président. L'élu pourrait encore être l'opposant, peut-être l'opposant Ousmane Sonko, libéré cette semaine à la surprise générale. Le droit a été dit, il en sera ainsi aussi désormais au Togo, mais pour les militaires, le tribunal militaire de Lomé est enfin opérationnel. Notre invité du jour est un enseignant, Dr Ekwegada est le président de Citoyens Unis pour Intégration, précédemment Mouvement Panafricain ALAGA. Il répondra à vos questions dans 45 minutes au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Docteur Ekwegada, bonjour. Bonjour, cher ami Pierrot. Bonjour aux auditeurs de Pyramide FM. Comment vous allez? Je me porte pas mal. C'est vrai que beaucoup n'ont pas la possibilité de vous regarder, de vous voir, sauf ceux qui sont connectés sur nos différents réseaux sociaux. Vous êtes en bleu, blanc, rouge. Est-ce que c'est une référence à la France? Bon, il y a du bleu, blanc, rouge aussi dans le drapeau de la Russie. Ah, peut-être c'est une référence à la Russie. Beaucoup plus qu'à la France. Beaucoup plus qu'à la France. Vous êtes pro-russe? Je ne suis pas pro-russe, mais je suis partisan d'un partenariat militaire et technologique avec la Fédération russe. C'est vrai aussi que depuis quelque temps, il y a ce débat en Afrique entre les pro-occidentaux et les pro-russes. Est-ce que l'Afrique finira par tirer meilleur parti de ce débat-là, cet imbroglio qui s'est invité sur le continent depuis quelques années maintenant? Oui, mais l'Afrique n'a pas d'alternative, en ce sens que le monde est en mouvement et il faut maintenant que l'Afrique passe à sa deuxième phase d'indépendance. Vous savez, il ne s'agit pas pour nous, Africains, d'être pro-russes ou pro-américains ou pro-français. Nous sommes d'abord, en tant que panafricanistes, des pro-africains, des pro-civilisations africaines. Et nous nous battons pour que l'Afrique aussi soit respectée dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et du coup, vous le savez très bien, dans le monde d'aujourd'hui, l'enjeu le plus important, après ou avant l'enjeu économique, c'est l'enjeu sécuritaire. Et il se fait que la Russie, l'avancée
militaire que la Fédération russe a prise sur l'Occident depuis les années 76 du siècle précédent n'a jamais été, n'est-ce pas, égalée. Et la Russie demeure la plus grande puissance militaire du globe. Et je crois qu'aujourd'hui, une compagnie, faire la compagnie avec la Fédération russe pourrait être d'un avantage important pour les États, les peuples et les États africains. C'est la première fois que j'entends dire que c'est la Russie la première force militaire au monde, puisque, à ma connaissance, la première force militaire au monde, c'est les États-Unis. Non, pas du tout. Les États-Unis se sont bien sûr illustrés par une dissémination de leurs bases militaires un peu partout, dans l'océan et sur Terre, c'est vrai. Mais du point de vue de la technologie militaire, la Russie a bien dépassé les États-Unis depuis longtemps. Si vous voulez, nous pouvons parler de technologie militaire. Et il n'y a pas d'égal. Vous savez, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Mais la Russie possède plus de têtes nucléaires que les Américains, que tout l'Occident combiné. Et la technologie plasma, par exemple, la technologie des armes à faisceau, ce sont des technologies qui sont maîtrisées en grande partie rien que par la Russie aujourd'hui. Et vous savez aussi que la propension russe à fournir aux États africains du matériel militaire de nouvelle génération est une aubaine aujourd'hui que nous tous, presque nous tous, nous sommes confrontés à la menace terroriste. Et vous reprenez les statistiques, vous verrez très bien que du point de vue militaire, il y a eu peu de guerres que la Russie a perdu. Très peu de guerres. Très peu. Mais les Américains, si vous voulez, les Américains, ils n'ont gagné finalement tout seuls aucune guerre. Si vous prenez déjà à partir de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup ignorent que c'est la Fédération russe qui a gagné la guerre. Les Américains ont fait, vous m'excusez, un déploiement tardif en 1943 parce qu'ils craignaient que s'ils n'intervenaient pas, la Russie allait occuper toute l'Europe. Et donc, il fallait que les Américains soient présents aussi pour la division du gâteau d'après-guerre. Sinon, celui qui a gagné la guerre, vous voyez que c'est les Russes qui sont venus en premier et plein de jours avant les Américains. Si vous voulez parler aujourd'hui de l'issue qu'a fait Hitler, il faut demander aux Russes, c'est eux qui étaient au bunker avant, bien de jours avant. Et si vous partez, vous quittez la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez bien que il y a eu la guerre froide. Durant la guerre froide, les différents conflits ont été pratiquement perdus au Vietnam. Les Américains ont perdu. C'est vrai qu'ils ont démontré beaucoup de maestria en faisant pleuvoir pendant 8 mois sans interruption. C'était une technologie que les Russes connaissaient aussi à l'époque dans la vallée du Cambodge. Et ils ont fait ça, mais ils ont perdu. En Somalie, vous savez comment ça a fini. Les Américains ont dû se retirer parce que ce n'était pas une guerre qu'ils pouvaient gagner. Et dans le Kosovo, au début des années 90, avec l'invention du concept de la responsabilité de protéger, qui a mis le monde en insécurité, les Américains sont intervenus avec l'OTAN. Après le Kosovo, il y a eu les Balkans, la deuxième guerre de 99, c'est avec l'OTAN. Début des années 2000, 2003, c'est avec l'OTAN. Et si vous voulez, en 91 aussi, c'était une coalition dont les Américains étaient le leader, qui a forcé Saddam Hussein à se retirer, n'est-ce pas, du Koweït. Finalement, vous voyez qu'il n'y a aucune guerre que les États-Unis ont menée seuls. Il faut... Mais est-ce que c'est stratégique ça, ou pas? Bon, c'est un choix stratégique américain, puisque les États-Unis sont le bras armé de la civilisation occidentale. Et du coup, ils font des guerres pour des intérêts communs, ils les font ensemble. Est-ce que de ce fait, on peut déduire que les États-Unis n'auraient pas la suprématie ou ne seraient pas premiers en termes de puissance militaire? Est-ce que de ce fait, on peut faire cette déduction-là? Non, il y a ce fait, mais il y a aussi les statistiques. Les statistiques ont démontré que du point de vue de la technologie, malheureusement, ils ont pris du retard. Ils ont pris du retard. Aujourd'hui même, la Chine a développé de nouvelles technologies
et qu'on a appelé le syndrome de Cuba, par exemple, cette arme qui est invisible, qui agit directement sur le cerveau, développée par les Chinois, avec laquelle ils auraient attaqué des consulats, des ambassades américains, aucune trace dans la presse. Mais c'est un phénomène tout blanc. Et il existe de ces armes que les États-Unis n'ont plus. L'avancée est quand même criante du côté de la Russie et de la Chine. Bien, merci. On vous le concède, vous êtes pro-russe. Non, permettez-moi de vous dire que je ne peux pas, en tant que panafricaniste, être un pro-étranger. Nous sommes des pro-africains, si vous voulez. Vous êtes pro-africain et proche des pensées russes. Si vous voulez bien. Nous allons revenir au Togo, puisque là, je vous présentais à l'entame de cette émission comme un enseignant, mais aussi on sait que vous dirigez une structure qui s'appelait le mouvement panafricain Alaga, qui a changé de nom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, le mouvement panafricain Alaga était né comme citoyens unis pour l'intégration. En 2015, l'Assemblée générale a décidé de modifier le nom public, le nom d'action. C'est le nom d'action qui fut mouvement panafricain Alaga. Maintenant, il y avait un programme culturel derrière. Maintenant, l'Assemblée est en train d'aller dans un sens où un programme politique et social est en train d'être défini. Alors, nous reprenons le nom qui est le nom originel de notre mouvement. Il s'agit d'un mouvement politique, citoyens unis pour l'intégration. Si vous voulez savoir de quel genre d'intégration il s'agit, mais allez-y. Il s'agit d'abord de l'intégration au niveau national, l'intégration des peuples, des micro-nationalités, créer une espèce de citoyen togolais que nous n'avons jamais pu créer jusqu'à aujourd'hui. Et puis l'intégration au plan externe sur le continent africain, l'intégration africaine. Vous voyez que c'est bien plus original que le mot panafricanisme qui aujourd'hui est galvaudé et qui embrasse un peu trop de sens diffus. Et nous parlons plutôt de l'intégration africaine, et cette intégration peut être aussi bien politique que technique. L'intégration du point de vue économique, du point de vue de la technique, de la technologie, des populations, de la culture, du droit civil africain. Intégration dans tous les sens, qui porteront, ou tous ces sens qui porteront vers une sorte d'intégration politique lorsque la maturité des peuples africains le permettra, puisque l'intégration politique doit être le pyramidion de toute la machine. C'est d'ailleurs l'erreur que Nkrumah, à mon sens, a commise lorsqu'il voulait faire une intégration politique Ikenunk dans les années 60 avec des États qui étaient encore sous influence de puissances étrangères. Ce n'était pas possible. Ils l'ont essayé avec notamment la Guinée de Sékou Touré et le Mali. Vous voyez bien qu'il y a eu une explosion. Mais l'explosion, nous savons aujourd'hui que l'explosion, grâce aux archives, a eu lieu parce que Nkrumah a signé un accord secret avec Lumumba qui prévoyait une intégration, l'ajout du Congo belge, à cette petite unité panafricaine qu'il construisait. C'était cela d'ailleurs qui a valu l'assassinat immédiat de Lumumba. Parce qu'il ne fallait pas surtout rapprocher l'Afrique centrale des Grands Lacs avec les effervescences panafricanistes ou souverainistes de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez ce que représente l'Afrique centrale dans l'histoire de l'Afrique. L'Afrique centrale, c'est le creuset le plus important de la dislocation des 10 tribus d'Israël. C'est vrai qu'il y a eu d'autres tribus qui se sont retrouvées en Afrique occidentale, et notamment au Togo, mais il faut comprendre que s'il y a une jonction demain entre les royaumes africains de l'Afrique centrale et certains pays de l'Afrique occidentale, ce serait la fin d'une ère. Et il faut notamment que ceux qui ont été les impérialistes évitent cette jonction. Maintenant, vous voyez aussi que lorsque je parlais du Togo en termes d'Israël, je ne parle pas d'Israël spirituel comme disent certains pasteurs ou évangéliques. Il ne s'agit pas d'Israël spirituel, non. Nous avions dépassé cette conception depuis longtemps. Nous parlons d'Israël anthropologique réel, Israël biblique, si vous voulez, les tribus d'Israël. Et cela ne vous aura pas échappé qu'en 1947, lorsque les Nations Unies décidaient, grâce aux anglo-saxons, de trouver un foyer physique
aux Juifs, en griffe, le premier pays qui a été proposé fut le Togo. Et le second fut l'Ouganda, en Afrique. Avant qu'il n'ait décidé de choisir la Palestine. Et il faudrait se poser la question, pourquoi les Juifs khazars, qui ne sont pas descendants des Israélites bibliques, ont bien voulu se localiser au Togo? Pourquoi en Ouganda? Et pourquoi finalement en Palestine, là où les événements initiaux ont eu lieu, c'est-à-dire l'introduction sur terre de la loi par celui qui fut, selon les biblistes, Moïse, mais qui fut en réalité un grand roi africain. Donc voilà un peu certains enjeux qui se cachent derrière des manifestations de souveraineté africaine que certains étrangers veulent empêcher à tout prix. Mais nous savons que l'histoire est en marche et aucune puissance n'arrêtera cette machine. Nous disons seulement aux Africains d'être patients parce que l'histoire est en marche. Quand vous parlez d'intégration, vous avez fait référence au début des années 60 et vous avez souligné les échecs et vous évoquez les mêmes terminologies là, l'intégration. En 2023, nous sommes au début des années 2020. Qu'est-ce qui a changé? Bon. Si vous voulez, il y a eu, je crois, aujourd'hui, il y a plus de maturité des Africains. Mais du point de vue mondial aussi, beaucoup de phénomènes conduisent aujourd'hui à sentir l'intégration beaucoup plus proche qu'avant. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais dans les années 60, vous avez des néo-États, excusez-moi, des États avec des dirigeants qui n'ont jamais dirigé des États. Les dirigeants étaient habitués à diriger des chefferies, ou tout au plus des royaumes, pour ce qui est du Ghana, certains pays africains où il y avait des royautés importantes. Sinon, les Africains de l'époque qui prenaient les États ne savaient pas ce que c'est que la gouvernance de l'État et comment l'État pouvait jouer au plan international pour s'en sortir. C'est ce qui a d'ailleurs expliqué la fragilité de ces États, de ces leaders. Et certains ne se sentaient pas capables de rentrer en tant qu'eux-mêmes sur la scène internationale. Ils ont préféré avoir des tutelles d'autres puissances qui malheureusement furent les puissances coloniales. Mais aujourd'hui, cher Pierrot, les choses ont changé. Les réseaux sociaux ont bouleversé la donne de la connaissance. Avant, la connaissance était réservée à des cercles qui pouvaient se rencontrer physiquement. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de fausses connaissances qui circulent. Mais je vous assure que toutes ces fausses connaissances mélangées avec les connaissances permettent de créer un sursaut des peuples. Quand vous prenez tous les mouvements panafricanistes ou d'éveil de conscience au niveau africain, qui font aujourd'hui pression sur les États, directement sur les États, de telle sorte que certains dirigeants, certains gouvernements se sentent contraints de mimer le panafricanisme, de se positionner comme des gouvernements panafricanistes. C'est parce qu'il y a eu cette diffusion de savoir effrénée dans les masses, une popularisation du savoir et qui a créé un éveil de conscience. Aujourd'hui, on ne parlera plus de panafricanisme dans le sens de Du Bois ou dans le sens, et c'est là aussi de Nkrumah, qui il pensait publiquement, hein, Nkrumah, je sais qu'il avait deux projets, un projet secret et un projet beaucoup plus pro-arabe, parce que vous savez bien ses relations avec la royauté égyptienne. Mais on parle aujourd'hui du panafricanisme dans le sens de Garvey, de Marcus Garvey, c'est-à-dire la réunification des pays africains qui partagent la même culture et la même identité anthropologique. Maintenant, on ne peut pas faire d'union politique avec des Arabes. On ne peut pas faire d'union politique avec des Juifs. On ne peut pas faire d'union politique avec des Européens. Non, on peut avoir des partenaires arabes, des partenaires russes, des partenaires européens, des partenaires occidentaux anglo-saxons. Nous sommes dans un monde qui est grand. Mais on ne peut pas, on ne peut plus aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de discuter de questions très intimes sur la sécurité alimentaire, l'économie de l'Afrique, la sécurité physique des Africains, de leurs ressources, avec tout le monde.
Mais pour faire aboutir un tel projet, le projet panafricain, quelle va être la part des gouvernements? Puisque vous dites tantôt que certains gouvernements miment ou s'essaient de s'incruster dans ce mouvement qui est en vogue maintenant en Afrique. Quelle va être la part des gouvernements? Non, mais les gouvernements africains seront obligés de rentrer dans la marche au risque de se voir complètement délégitimés. En fait, la mue que nous remarquons, que nous observons dans certains pays où les gouvernements qui ne sont pas trop connus pour être très proches des populations du point de vue des politiques publiques se métamorphosent aujourd'hui en défenseurs des intérêts des Africains. Mais il ne s'agit pas d'un cinéma. Il y a une métamorphose réelle, une volonté réelle de protéger les intérêts africains de la part de ces gouvernements. C'est dû au fait que la légitimité des pouvoirs en Afrique aujourd'hui va se jouer sur cet enjeu. La légitimité ne sera plus liée au vote électoral, qui a d'ailleurs perdu tout son sens. Ne sera plus liée à la tutelle de certains groupes économiques étrangers. C'est terminé. Aujourd'hui, les populations africaines veulent des gouvernements qui les protègent, qui les représentent dans les débats internationaux. Lorsqu'il y a des enjeux dont il faut discuter, il y a par exemple les sommets, les différents sommets sur le climat, le sommet de Rio de Janeiro. Les gouvernements africains étaient pratiquement absents et les rares qui étaient là n'ont pas parlé. Vous voyez des pays comme le Brésil, d'autres pays de l'Asie qui s'exprimaient sur la protection de leurs forêts. Parce que l'élite mondialiste veut mondialiser, faire des forêts un patrimoine des Nations Unies. En créant finalement un déséquilibre du point de vue de la territorialité des États. Vous voyez, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui qui se jouent et les Africains, les gouvernements africains ne sont pas représentés. Mais c'est ce que les peuples veulent. Dans les négociations, dans la diplomatie, il faut défendre les intérêts des peuples africains aujourd'hui. Quand on parlait du positionnement des gouvernements, le gouvernement du Togo, par exemple, vous le positionnez où? Puisqu'on sait très bien que ces derniers temps, c'est un gouvernement qui a pris une position clairement quant à ce qui concerne les questions panafricaines. Beaucoup saluent ce qu'on peut appeler l'audace du ministre des Affaires étrangères du Togo. Son dernier discours à la tribune des Nations Unies est une preuve. Oui, ben, je fais partie, si vous voulez, de ceux qui saluent le courage du gouvernement du Togo. Parce que les marges que vous offre la diplomatie ne sont pas larges. Généralement, vous êtes coincé. Mais si un gouvernement arrive à faire ce que le gouvernement togolais a fait depuis la crise au Mali, c'est qu'il y a une transformation réelle. Et c'est à saluer. En fait, les peuples, les populations veulent tout simplement, n'est-ce pas, que les gouvernements protègent leurs intérêts. Qu'un gouvernement, si un gouvernement le fait, il mérite le soutien des populations. Je vous fais remarquer que le Togo est acculé au nord par des bandes terroristes. Et le gouvernement togolais se bat. Pourquoi? Pour l'intégrité, garantir l'intégrité territoriale de notre pays. Au même moment, le Togo montre beaucoup de solidarité vis-à-vis du Mali, du Burkina, du Niger. Parce que les Togolais, en tout cas, les Togolais sont informés de ce qui se passe. Et on ne peut pas accepter ce qui se passe dans ces pays, ce que les étrangers font subir à ces pays qui sont des pays frères. Il faut, en tout cas, applaudir, remercier le courage du Togo dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la nouvelle tentative de recolonisation, sinon, si vous voulez, de réétatisation de l'Afrique occidentale. En ce faisant, est-ce que le Togo n'est pas en train de se brouiller avec ses partenaires traditionnels, la France par exemple? Oui, on ne peut pas exclure des embrouilles avec la France. On ne peut pas exclure. Mais vous savez, je crois que la République française doit comprendre que les gouvernements de nos États sont là pour travailler pour leur peuple. Si pendant des décennies, ces gouvernements ont servi des intérêts français au détriment des intérêts de leur peuple, on peut considérer que cette phase est terminée. Et les Français doivent comprendre, doivent accepter. Et eux aussi doivent se battre
pour leur peuple. Et cette tendance qui veut que un État étranger, que ce soit la France ou celui que vous voulez, vienne extirper, vienne extraire des ressources dans notre environnement, au détriment du bien-être de nos peuples. On ne peut plus accepter cette tendance. On ne peut plus l'accepter. Et je crois que la France finira par le comprendre. Je vous assure que la France finira par le comprendre. Si vous voulez, il faut collaborer. Le commerce international existe. Les matériaux, vous les achetez. Vous ne les prenez pas en accréditant des comptes d'opération chez vous à Paris et en obligeant les gouvernements à n'acheter que des produits manufacturés produits en France. Ce qui fait que il n'existe plus de commerce de fait entre la France et nos États. Il faut que la France accepte que les pays africains qui furent sous son influence fassent eux-mêmes, déclinent eux-mêmes leur destin politique, économique et culturel. Dans la définition que vous donnez au panafricanisme, c'est toutes ces actions qui visent à défendre les peuples africains, mais à l'intérieur des frontières du Togo. Est-ce que les Togolais se reconnaîtront dans cette défense que fait le gouvernement togolais de ses intérêts? Une bonne partie des Togolais qui sont informés se reconnaissent dans cette action. Mais il y a aussi des Togolais qui ne veulent pas accepter, ou ils ne veulent pas reconnaître que à un moment donné, le gouvernement se comporte bien dans la politique étrangère. On ne peut pas leur imposer d'adopter un comportement gentil ou débonnaire vis-à-vis du gouvernement. On peut pas. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais nous autres, et beaucoup de personnes que moi je connais, nous sommes ravis et nous soutenons notre gouvernement si la politique étrangère n'est plus une espèce de sous-politique étrangère d'État étranger, mais une politique étrangère autonome. Je vous assure, si le Togo applique, définit une politique étrangère autonome, qui va dans l'intérêt du peuple togolais et des peuples frères, le Togo mérite d'être soutenu. Voilà. Nous allons faire quelques clarifications dans vos différentes approches avant de continuer avec d'autres questions. Vous avez, en parlant d'Israël, vous avez fait allusion au Togo, vous avez même parlé des pasteurs. Vous avez fait une distinction entre Israël, je crois, vous parlez d'Israël biblique ou spirituel? Oui, je parlais des deux. Israël biblique, c'est un peuple conduit par Moïse, fait par la loi. Israël spirituel sera un concept qui circule dans les églises, dans le monde évangélique, faisant croire aux Africains que, en se soumettant, n'est-ce pas, en se soumettant à la foi chrétienne, ils deviennent par là, par le lien de l'adoption. Je vous renvoie au chapitre 6 et 7 et 8 de l'épître de Romains. Ils deviennent par là un peuple Israël spirituel. Or, c'est eux-mêmes le peuple d'Israël, anthropologique, physique. Les Africains. Une bonne partie, bien sûr. Une bonne partie. Ils n'ont pas à devenir un Israël spirituel en croyant, en devenant chrétien, non. Ils sont le peuple d'Israël antique. En tout cas, aujourd'hui, nous avons regroupé assez de données pour pouvoir le dire. Mais ils sont noirs, là. Les Israélites antiques furent des peuples noirs. Ils ne furent pas des peuples blancs. Du coup, ceux qui aujourd'hui se définissent juifs, qui appellent leur État Israël, ce sont des imposteurs. Non, mais en fait, ce que vous dites là est totalement nouveau, là. Je ne l'ai jamais entendu. Mais pourtant... les Benyamin Netanyahou. Non, ce sont des descendants, ce sont des Khazars. Ce sont des descendants de Khazars qui fut un empire entre la mer Caspienne et la mer Noire, entre le 7e et le 10e siècle. En fait, les Khazars ont été un empire important parce que c'est eux qui ont empêché les Arabes de prendre possession de l'Europe par l'Est. Il y eut des guerres atroces entre les Arabes et les Khazars. Les Arabes furent obligés de prendre possession de l'Europe à partir de l'ouest du détroit de Gibraltar, ou bien à partir de ce que vous appelez aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et c'est pour cela qu'il y a des Arabes en Sicile,
les Arabes ont pris l'Europe par la péninsule ibérique. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer à travers l'Europe centrale, puisqu'il y avait cet empire qui les empêchait. Et c'est ce qui a d'ailleurs frappé le Vatican, les autorités européennes chrétiennes. Ils voulaient comprendre qui est celui-là, quel est cet empire qui empêche leurs envahisseurs de les envahir. Et c'est comme ça qu'il y a eu des relations, des premières relations entre la Khazarie et le Vatican et l'Europe. Mais vous savez bien que après les Khazars subissant la pression de la christianisation, ont choisi une troisième religion. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont connu une mue religieuse en adoptant maintenant les principes de la religion israélite. Et ce que je dis est documenté historiquement. Il y a eu une conversion de tout un empire au culte mosaïque. Mais ils ont trouvé le culte mosaïque dans la documentation du peuple d'Israël antique. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus comme des Israélites à travers les rites religieux. Et c'est grâce à cette conversion qu'ils ont réussi à s'isoler de la menace arabe musulmane et de la menace chrétienne. Mais malheureusement, l'empire de la Khazarie a été détruit par les Russes. C'est les Russes qui ont explosé la Khazarie, obligeant les Khazars à entrer, à devenir un peuple ambulant. Et c'est eux qui étaient rentrés en Europe, en Pologne, en Italie, en France. Donc pour vous, ce n'est pas des Juifs. Mais non, pas des Juifs. Non, ce sont des Khazars qui ont changé de nom. Ils se font appeler Juifs après. Mais il y a toute une documentation qui l'explique. Et vous savez bien que même le mot Juif n'apparaît dans la documentation historique qu'à partir du début du 19e siècle. Si vous prenez, je mets au défi tous ceux qui travaillent en histoire, qui nous montrent un seul document antécédent au 19e siècle, où on voit le mot juif. Du coup, les textes bibliques, qu'ils soient canonisés ou non par le culte romain, ou le culte copte, ou encore le culte éthiopien, tous les textes antiques ne comportent pas le mot juif. Si vous voyez juif, par exemple dans le Nouveau Testament, c'est les copistes qui ont changé. Et dans l'Ancien Testament également, si vous voyez le mot, dans votre Bible, vous voyez le mot juif, il y a eu un changement de ce mot par le mot qui existait là avant. Vous savez, il y a des Bibles de 1700, il y a des fragments de Bibles de 1700, de 1800 que nous avons pu avoir dans des bibliothèques jésuites à Rome. Si vous prenez ces Bibles, vous serez étonné de la différence entre les écrits de ces Bibles et les écrits des Bibles que vous utilisez, que nous utilisons actuellement. Il y a eu des modifications des textes bibliques. Vous voyez bien? Donc, même si vous voyez dans le livre d'Apocalypse, on parle très bien de ceux qui, étant la synagogue de Satan, se font passer pour le peuple juif, mais qui ne le sont pas. Et l'Apocalypse devait être à côté du livre de Daniel. Parce que les choses, l'écrit d'Apocalypse est lié au ministère du prophète Daniel, qui fut d'ailleurs, comme vous pouvez le savoir, vous pouvez l'imaginer, un ancêtre africain dans l'empire babylonien. Mais aujourd'hui, vous voyez, nous parlons de connaissances. Ce sont des connaissances qui furent pendant longtemps gardées dans des sectes restreints ésotériques. Nous les partageons aujourd'hui pour que la population, ceux qui écoutent et qui veulent faire des recherches, aient des éléments à partir desquels ils peuvent faire de la recherche. Et il faut que les gens connaissent. Il faut que ça se connaisse. Voilà. Là, vous avez fait cet éclairage, mais en lien avec ce que vous avez dit aussi en début, vous parlez des 10 tribus d'Israël. Vous faites là aussi allusion à des peuples noirs. Bien sûr. Bien. Les 10 tribus d'Israël, selon les recherches, au niveau actuel des recherches, s'apparentent plus à certaines normes de l'Égypte antique. C'est toujours, en fait, la scission, si vous voulez rentrer dans les détails, je crois que ça vous intéresse beaucoup. Ça vous intéresse? Ça intéresse sans doute à la lumière de ce qui se passe actuellement en Palestine. Ça intéresserait beaucoup d'Africains de comprendre un peu plus en réalité sur cette histoire qui divise en réalité. Alors, le schisme qu'il y a eu en Égypte, conduit par Akhenaton, va créer ce que nous appelons le peuple d'Israël, le vrai peuple d'Israël. Il faut lire Manéthon. Manéthon, ce fut le plus grand historien égyptien qui documente ce que vous appelez les Israélites qui sont sortis d'Égypte. Il y a une documentation de toute cette migration. Alors c'est là que vous comprenez que la deuxième scission qu'il y a eu, dont une capitale fut Samarie et l'autre Jérusalem, n'est ou ne fut qu'une scission parmi les membres de familles
qui appartenait, n'est-ce pas, au grand homme égyptien. Donc voilà ce que je peux dire maintenant, parce que nous ne sommes pas dans un débat technique. Et si je dois rentrer dans les détails, je crois que on risque de se perdre. C'est clair, puisque c'est quelque chose qui est passionnant depuis que cette nouvelle attaque de Hamas a remis au goût du jour devant de l'actualité. Oui, oui, excusez-moi, si vous voulez, j'avais un point à soulever ici. Voyez ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas une guerre nouvelle, liée justement à la création de l'État d'Israël. 48, ensuite la guerre de 48, la deuxième guerre de 67 et la guerre de Kippour de 73, après l'intifada de 87, ainsi de suite. Non, c'est un combat très historique entre les Khazars et les Russes. Parce que ce sont les Russes qui ont, je vous l'ai dit, qui ont mis les Khazars, qui ont rendu les Khazars un peuple sans territoire. Mais ce sont les Arabes aussi qui avaient attenté à l'intégrité physique des Khazars. Donc la guerre actuelle est une guerre, celle que vous appelez israélo-palestinienne, c'est juste une continuité du différend historique entre les Khazars et les Arabes. Maintenant, là où l'affaire devient intéressante, c'est que jusque-là, les Russes observaient ce conflit. Mais aujourd'hui, la Russie étant en conflit avec l'Occident, va peser, en train de peser de tout son poids avec l'Iran pour armer finalement le Hamas et pour déclencher une guerre vraie. Donc là, il faut comprendre que vous avez une guerre entre deux nations, les Arabes et les Khazars. Les Arabes qui ne veulent pas qu'il y ait un foyer Khazar dans leur territoire. Ce que vous dites, est-ce que c'est partagé dans les milieux panafricains ou ceux qui, par exemple, ont fait les mêmes recherches que vous? Puisque là, c'est nouveau quand vous parlez de Khazars à la place de Juifs quand vous parlez de Khazars. Bon, ça doute que ceux qui nous écoutent actuellement, beaucoup doivent se poser des questions. Mais je me permets de partager des savoirs qui ne font pas partie des savoirs publics. Et cela peut permettre à ceux qui sont des panafricanistes actifs d'avoir de nouveaux éléments d'analyse. Mais c'est aussi, n'est-ce pas, un corpus de savoir qui doit être utile aux élites africaines, aux élites togolaises, aux élites militaires, aux élites civiles, ceux qui sont dans la diplomatie et qui observent les mouvements de cette guerre. Ils ont, à travers cette analyse, des données de profondité, ou si vous voulez, de profondeur historique, pour lire ce qui se passe. Là, vous faites des analyses avec des données historiques, et parfois, je ne dirais pas spirituelles, peut-être que plus que ça, mais quand on écoute ou quand on regarde les grands médias, rien de tout ça. Je n'ai mot à ajouter. Les grands médias n'ont pas pour mission d'éclairer les peuples sur ce qui se passe réellement. Oui, mais est-ce que, par exemple, quand on se réfère à ces grands médias-là, est-ce qu'on peut conclure qu'on est dans une sorte, parfois, de manipulation de l'opinion? Bien sûr. C'est la manipulation de l'opinion. C'est le rôle même des médias stream. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Vous voyez, il y a une étude faite par un sociologue dont le nom m'échappe à l'instant, dont l'ouvrage est d'ailleurs, le titre, c'est La fabrication du consentement. Je crois que c'est Noah Chomsky, qui explique un peu comment, à travers les médias, on fabrique du consentement dans des masses des peuples. Mais qui a intérêt à dévoiler l'identité des Juifs? Qui a intérêt à ce que les Africains sachent qui ils sont et qui sont les autres? Et pourquoi ils se partagent cette terre qui fut le foyer de la révolution spirituelle, qui a fondé finalement l'identité d'une grande partie de l'Afrique? Qui a intérêt? Personne. Mais Pyramide FM diffuse de temps en temps, quand vous nous permettez d'en parler, vous diffusez ces savoirs. Mais vous n'êtes pas un petit média, vous êtes un grand média. Quand je parle de grands médias, CNN par exemple, la BBC, on n'est pas de la même dimension. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est clair qu'on n'est pas de la même dimension. Par rapport à ce qui se passe depuis quelques jours, vous savez que l'opinion mondiale
est en émoi. Et certains pensent même que c'est le début de la fin. Certains pensent, et on l'a écouté, que très très bientôt il va y avoir l'enlèvement et qu'on aura un certain nombre de choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ou pas? Non, est-ce qu'il y aura encore un enlèvement comme celui qui a déjà eu lieu? Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a déjà eu un enlèvement à l'issue de la Grande Guerre. La guerre dont a parlé le Christ. Parce que vous savez, au début de cette émission, vous avez lu un passage qui m'a un peu frappé. Vous entendez parler de guerre et de goût de guerre. Mais que cela ne vous étonne point, ce ne sera que le début. Et la suite du passage, si vous voulez, dira que ce sera une époque de plus grande souffrance que le monde n'aura jamais et ne connaîtra jamais. Ce passage révèle une guerre qui a eu lieu dans l'histoire, qui est cachée, qui fut cachée par les textes historiques. Il y a eu une grande guerre dans l'histoire. Est-ce que ces textes historiques dont vous parlez, est-ce qu'ils sont accessibles? Pas vraiment. Oui, mais en fait, il faut lire, si vous voulez, une piste. Lisez Maccabée 3 et Maccabée 4. D'abord, le livre de Maccabée est canonisé dans la Bible Tob. Mais vous n'avez que Maccabée, 1 Maccabée et 2 Maccabée. Il y a le 3 et le 4. Si vous lisez le 3 et le 4, vous découvrirez tellement de choses sur cette guerre dont parlait le Christ. Cette guerre a eu lieu, mais avant cette guerre, il y a eu un enlèvement des missionnaires. Vous savez, il y a des êtres sur terre qui ne sont pas des humanoïdes, qui sont en mission et qui travaillent. C'est des êtres de lumière. Avant cette guerre, ils ont été enlevés. C'est cela l'enlèvement. Ça s'est déjà passé. Mais parce qu'ils ont placé le livre d'Apocalypse à la fin de la Bible, le monde chrétien ou évangélique qui lit et qui ne connaît pas l'histoire antique, projette tout ce qu'il lit dans le futur. Par exemple, lorsque vous parlez de la guerre qui a eu lieu dans les cieux, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre 12, où on dit que Lucifer a combattu contre Michael, Michael a combattu contre lui, et Lucifer fut précipité. Ça ne va pas se passer après. Et ça s'est déjà passé. Et lorsque Lucifer fut précipité, il s'est installé dans le second ciel. Et après son installation, après avoir mis en place son gouvernement, avec les 72 entités, dont la première s'appelle Jéhovah, je ne sais même pas pourquoi, les chrétiens continuent de chanter Jéhovah dans leurs chansons gospel, parce qu'ils ne savent pas que Jéhovah est l'une des entités des 72 entités du gouvernement de Lucifer. Et après avoir mis le gouvernement en place, il est descendu sur terre. Et c'est quand il est descendu sur terre, mis en place un pouvoir politique, que c'est ce moment qui va correspondre à l'émergence de l'Empire romain. Donc lorsque le Christ parlait, il disait que bientôt il descendra vers vous, habitants de la terre. Et ce ne sera que de la contusion, vous ne vivrez que des guerres. Mais ils savent qu'ils n'ont que peu de temps. Ça s'est déjà passé, mais c'est dans l'Apocalypse. Donc ceux qui lisent la Bible, surtout l'Apocalypse, doivent comprendre que dans ce livre, il y a des événements passés et il y a des événements futurs. Donc l'enlèvement, vous ne le verrez plus dans l'Apocalypse. Vous verrez l'enlèvement seulement dans les épîtres de Paul, notamment dans 1 Thessaloniciens et peut-être aussi dans l'épître de Galates. Mais vous ne verrez pas l'enlèvement, n'est-ce pas, ni dans Daniel, ni dans l'Apocalypse. C'est parce qu'en fait l'enlèvement a eu déjà lieu. Aujourd'hui, je n'exclus pas que, étant donné qu'il y a toujours des êtres de lumière parmi nous, si un conflit mondial risque d'arriver, ils seront de nouveau enlevés. Donc, ce n'est pas un phénomène extraordinaire pour lequel on dise aux Africains, souvent chrétiens, que bientôt Jésus va revenir, vous serez enlevés, ainsi de suite. Mais non, c'est de la désinformation exégétique. Et je me permets de le dire, si certains pasteurs qui nous suivent, ils peuvent m'approcher pour avoir plus d'éléments. Et en plus, je voudrais ajouter, si vous le permettez, que le calendrier biblique a été modifié. Et cela, vous verrez très bien, aussi bien que les Écritures. Vous verrez très bien cela dans les Écritures. Lorsque l'on dit que c'est en vain que c'est mise en œuvre la plus mensongère des scribes. Et on vous dira même que même les temps seront modifiés. Bien, nous avons passé 45 minutes avec vous. Malheureusement, nous avons consacré beaucoup de temps à parler des choses qui n'est pas accessibles à beaucoup de gens. Sans doute que beaucoup sont choqués par un certain nombre de vos interventions, sans doute.
puisque quand je lis les quelques commentaires que j'ai devant moi ou que je reçois inbox, je constate quand même que certains ne partagent pas forcément vos positions. Nous allons permettre aux auditeurs, ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'éclaircissement sur tout ce que vous venez de dire, comme c'est de tradition, tous les dimanches ici à Pyramide, d'entrer en ligne. Nos contacts sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Notre invité du jour, c'est Dr Ekwe Gada. Il est enseignant à l'université. Nous avons donc un premier auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Oui, votre nom? Gérard, comment vous allez? Gérard, on vous écoute. Bonjour, monsieur Gérard. Comme on le dit souvent, des fois dans l'obscurité, il y a une petite lumière qui peut aider les autres à s'en sortir. Je félicite notre professeur pour son développement. Et bon, je ne vais pas être long, mais tout ce qu'il dit, je suis très d'accord. Vous savez, ma première question que je vais lui poser, nous avons plusieurs religions sur la terre. Ben, à voir la Bible, celle qui vient de le dire, est-ce que la Bible n'est pas un élément de manipulation des consciences? Vous savez, pendant la période coloniale, pour faire asseoir l'entreprise coloniale en Afrique, les Blancs, les politiques, tout cela se sont basés sur les missionnaires qui sont venus en Afrique. Mais dans leurs documents, ils ont dit qu'ils sont venus pour sauver les populations, pour apporter le bon message, tout ça là. Mais c'est Cheikh Anta Diop qui a dit que ces missionnaires sont venus pour évangéliser les Africains et tuer en eux l'esprit de rébellion. Cette phrase-là, vous ne pouvez pas ça dans les documents européens. Donc, tout ceci veut dire que toutes les religions sont là, mais c'est la Bible. Beaucoup se basent sur la Bible pour dire que c'est la Bible qui a dit, c'est la Bible qui a dit que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est justement ce qui a provoqué la création de l'État d'Israël. Bon, à mon avis, parce qu'ils disent que, bon, Israël, c'est la terre promise, c'est Dieu. Mais finalement, comment pouvez-vous faire ceci? Quand des gens sont des actions de foi, et vous créez un État, c'est ce qui crée l'instabilité. Alors, ma deuxième question, comment voit-il ce phénomène-là? Vous voyez chaque fois, les chaînes étrangères sont là pour diffuser tous les points chauds du monde. C'est-à-dire qu'il y a des conflits un peu partout, qu'eux-mêmes ils ont créés, indirectement ou directement. Maintenant, la troisième question pour finir, le Vatican. On nous dit que bon, Jésus vient du Moyen-Orient, c'est-à-dire de Jérusalem, Bethléem, consort. Mais pourquoi le Vatican n'est pas là-bas? Et on a expliqué le Vatican pour l'amener en Europe. Et là, chaque fois, le Moyen-Orient est en ébullition. Bien, merci Gérard pour les trois préoccupations. D'abord, brièvement, pour permettre peut-être à beaucoup plus d'auditeurs d'intervenir, rapidement sur la première partie de la question, pour vous, est-ce que c'est pour de la manipulation que la Bible est diffusée ou pas? Oui, la Bible a servi des intérêts de domination. C'est sans doute vrai ce qu'il dit. Mais il faut savoir lire la Bible. Vous savez, je vais lui citer Simon Kimbangu, qui, dans l'une de ses missions, a dit, je vous laisse... C'est qui Simon Kimbangu? Simon Kimbangu fut un résistant à l'ordre colonial, mais pas un résistant politique, un résistant religieux. Et il dit, je vous laisse la Bible, lisez-la. C'est alors que vous découvrirez l'objet volé entre les mains du voleur. En fait, s'il faut avancer dans l'érudition, on arrivera à une conclusion. Les textes de l'Ancien Testament sont des textes de récits africains. Ce sont des histoires africaines qui ont été blanchies et réutilisées par l'élite qui voulait créer une religion. Et c'est pour ça qu'il y a la manipulation. Et c'est pour ça d'ailleurs que les textes ont été modifiés. Donc, selon vous, vous ne rejetez pas ce qui est contenu dans la Bible? Mais non. Ok. Non. Allez-y. Permettez-moi de dire que dans la Bible, les modifications continuent. Parce que chaque fois qu'il y a risque
que l'on découvre les peaux aux roses, il y a de nouvelles versions qui sortent, qui éliminent les versets bibliques, qui peuvent faire comprendre. Par exemple, lorsque vous lisez, on dit dans l'Acte des Apôtres, on dit c'est pas toi l'Égyptien, on parle de Paul. Il est égyptien. Il est égyptien, il est qui? Il y a d'autres versets où l'apôtre Paul dit aux femmes de ne pas se parer de choses extravagantes, de tresses. Mais vous savez bien qu'il n'y a que les cheveux de femmes, des cheveux d'Africains qui font des tresses. Et c'est comme ça que dans la Bible, vous avez tellement d'indicateurs sur la nature anthropologique du peuple dont on parle. Mais lorsque les gens lisent, ils ne font pas attention à ça. Quand tu parles de ce peuple, oui, qui est le peuple élu, vous pensez, vous, par exemple, selon vos connaissances, qu'ils sont africains? Mais bien sûr. Mais écoutez, si la circoncision est le signe de l'élection, comment ceux qui étaient circoncis 2000 ans avant ne sont pas élus? Et c'est ceux qui ont appris la circoncision chez eux qui sont élus. Bien, dans la deuxième partie de la question sur ce qui concerne les chaînes internationales, ils parlent de leur focalisation sur les guerres ou les atrocités. C'est normal. Oui, bien sûr. Normal. Je n'ai pas de commentaire. Et puis, la deuxième question sur le Vatican. Un mot, est-ce que vous avez une réponse? Oui, en fait, il faut qu'ils comprennent que le Nouveau Testament est une création du Vatican, des familles Piso qui l'ont écrit. Il n'existe pas de Nouveau Testament. Nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Les peuples africains israélites sont encore dans l'Ancienne Alliance. Et la Nouvelle Alliance est créée parce que les Européens voulaient créer une religion chrétienne. Oui, ces peuples africains dont vous parlez, oui, c'est nous, là? Bien sûr. C'est l'Ancienne Alliance. Nous faisons partie d'eux. Nous qui sommes sur le plateau, ceux qui nous écoutaient à la maison. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais est-ce que, par exemple... Oui, allez-y. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que les questions que vous posez déjà peuvent créer des problèmes. Bien, merci. On va retourner au téléphone. On va retourner au téléphone pour avoir un deuxième auditeur. Allô, bonjour. Est-ce qu'on va avoir le deuxième auditeur par la suite? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Basile. Basile. Oui. Allez-y. Je vous salue. Merci, monsieur Basile. Bon, moi, je vais essayer de démystifier un peu ça, la question histoire. Est-ce que c'est ça même le thème, l'histoire aujourd'hui sur... Bon, à côté de tout ça, j'ai pu capter avec mon oreille attentive un côté très panafricain du gouvernement togolais. Il a réaffirmé aussi encore. Bon, moi, je vais lui poser la question sur ça seul parce que le reste là, c'est trop histoire. Mais ce qui est aussi bon, il dit en même temps que c'est dans l'intérêt de la population. C'est le panafricanisme dont il veut faire allusion et c'est dans l'intérêt de la population. Mais maintenant, est-ce que lui, je suis sûr qu'il est au Togo aussi, est-ce que le gouvernement togolais là fait son panafricanisme là dans l'intérêt de la population? À titre d'exemple, 100 francs pour 40 mégas octets ici, 100 francs pour 600 mégas octets au Ghana. Pour 4 jours là-bas, ici, à peine un jour. Ça, c'est un tout petit exemple parmi tant d'autres. Merci. Bien, merci Basile pour votre intervention. Réaction à l'intervention de Basile? J'observe que les forces armées togolaises se battent. Et tous les services se battent âprement pour sécuriser ce pays. Il me semble que c'est suffisant pour conclure que le gouvernement fait l'intérêt des populations. Ce dont il parle... Mais est-ce que cet intérêt ne doit pas être global? Puisque là, vous évoquez l'intervention des forces de défense et de sécurité. C'est leur job en réalité. Oui. Mais d'autres pans de notre société doivent être également concernés. Les questions dont il parle, c'est des petites questions. Internet? C'est des petites questions. Pour vous? Qui n'auront même plus de sens pour lui-même s'il ne pouvait pas dormir en paix chez lui. Vous savez, je ne vais pas vraiment répondre à cette question-là. Parce que j'ai l'impression que, en nous focalisant trop sur les petites souffrances quotidiennes qui sont réelles et pour lesquelles l'action publique doit
poser doit donner des réponses, on oublie qu'il y a des enjeux majeurs, plus importants, qui mobilisent la volonté du gouvernement et sur lesquels le gouvernement travaille. Lesquels, par exemple, quand vous parlez de ces enjeux-là? Alors, la sécurité? surveillance, oui, la surveillance du territoire, la sécurité, le combat, les risques que prend le gouvernement à l'étranger sur des questions que vous connaissez de la sous-région. Ce sont des risques. Et il faut savoir que maintenant, nous sommes à l'époque de la sécurité. Et si nous tous ne pouvons pas nous coaliser pour soutenir l'effort sécuritaire de notre gouvernement, les gens auront les yeux pour pleurer. Et donc, il faut quand même faire une hiérarchie des questions. Il faut faire une hiérarchie. C'est vrai, on peut dire que tout est urgent. Lui, il parle par exemple d'Internet. Bon, j'aurais pu comprendre s'il parlait du prix des matières vivrières, du riz, ainsi de suite, de l'alimentation. Mais il nous parle de méga. Non, mais il a donné un exemple. Oui, c'est vrai. Peut-être que si on lui laissait le temps, il donnerait d'autres exemples. mais sur la question sécuritaire, est-ce que ça ne ressemble pas un peu aux années 80 où on dit le Togo, pays de paix, où il y a la sécurité et qu'on a l'impression que c'est ce qui est vendu en réalité aux Togolais, mais aussi à l'étranger, que dans ce pays, il y a la paix et la sécurité. Mais au-delà de ça, mais les gens ont d'autres soucis, d'autres souffrances. Oui, c'est vrai, mais sécurisons-nous d'abord et le développement économique et toutes les questions viendront après. Qui sont mineures viendront, merci. Viendront après. Bien, merci. Après, Basile, le troisième auditeur. Allô? Bonjour. Quel est votre nom? Yahoo, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, allez-y. Allô? Passe à l'antenne tous les premiers dimanches du mois. Bien, merci, cher ami, de nous avoir appelé, d'avoir fait la proposition. En réalité, être là tous les dimanches ou les premiers dimanches de chaque mois, je ne gère pas en réalité son agenda, mais c'est une proposition que nous avons bien notée sur notre calendrier. On verra ce qu'on fera avec. Après cet auditeur, on a un autre. Allô? Bonjour. Oui, c'est? Oui, Basile. Ok, Basile. Oui, allez-y, Basile. Comme il me donne la possibilité de lui faire une liste de tout ce qui n'est pas conforme aux autres pays, que c'est chez nous ici au Togo seulement qu'on subit ça. Et quand il me dit que c'est la sécurité là seulement, celle qui est le panafricanisme dont il parle, bon, et que c'est ça que le gouvernement togolais fait en notre faveur, mais je suis un peu désolé là. Donc, ce que j'ai donné comme méga, par exemple, au Ghana là, les gens ne dorment pas. Au Ghana, les gens ne dorment pas. On vend le gaz ici à 5 000 francs. Au Burkina et aux autres, on vend à 2 000. Là-bas, là, ils ne dorment pas. Bon, quand vous allez réduire tout ça là, que nous on dort ici, on dort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, je ne vous comprends pas. Les universitaires, vous allez nous parler comme ça? Bien, mais merci Basile pour votre nouvelle intervention. C'est vrai que quand on va commencer par faire la comparaison, à propos des prix, comme ce qu'il vient de dire, c'est vrai qu'il y a parfois notre décalage entre la pratique dans certains pays
à côté et le Togo. Mais si vous voulez réagir sur cette deuxième intervention. Non, mais je voudrais dire seulement à notre auditeur que nous ne sommes pas en contradiction avec ce qu'il dit. Les problèmes qu'il soulève, ce sont des problèmes que vivent certains citoyens. Mais on peut même, nous-mêmes ici, on peut allonger la liste. Seulement, je lui demande juste de comprendre que parmi les problèmes, il y a une hiérarchie, c'est tout. Et il y a une hiérarchie. Et si vous ne vivez pas dans un pays qui est sécurisé, un pays où il y a la sécurité, la paix, vous vous rendez compte que tous les autres problèmes n'ont plus d'importance. Bien, merci. C'est juste que j'ai voulu lui faire... Non, on a compris. Ouais. Allô? Alors, bonjour, Véro. Oui, c'est Gérard. Oui. C'est pour apporter de l'eau au moulin de notre invité. C'est vrai que nous ne sommes pas d'accord pour la gouvernance du pays. Tout le monde écrit la gouvernance. Mais on le dit, bon, dans les comptes d'Amadou Koumba, il a été dit qu'on reconnaît l'utilité des fêtes quand vient l'heure de s'asseoir. Et le problème sécuritaire, les gens minimisent ce problème-là. Or, on peut parler, on peut avoir les mégas ici, mais quand ça commence à tourner, on ne peut pas utiliser les mégas. Donc, je nous en prie de tout faire pour que, au moins, quand quelqu'un fait quelque chose de bon, même si on ne l'aime pas, on applaudit. Le gouvernement, au moins sur le plan de la sécurité, fait des efforts pour qu'au moins, même si on n'a pas assez à manger, nous arrivons à circuler un peu, nous arrivons au moins à faire nos activités. Bon, quand on parle du Burkina et bon, du Mali, bon, il faut aller au nord du Burkina. Si on a les désastres, on peut les suivre. Merci. Bien, merci Gérard pour votre complément. Après Gérard, qui répondait en réalité un peu à Basile, nous allons voir ce que pense l'auditeur qu'on va nous insérer dans le direct. Allô? Mais finalement, là, j'ai une liste de gens qui... Oui, non, mais en fait, il n'y a pas de souci, allez-y. On ne parle pas des médias ni des syndicats. C'est que vous voulez une vision faire, des africains, des faire, pour demain. C'est ça qu'on parle. Je ne vais pas dire que les africains disent non. Non. Tout ce que nous sachons, c'est que nous, ce dont je ne parle là, c'est que nous. Ça. Ici, les gens vont payer pour Non, mais en fait, monsieur Yao, oui, en fait, chacun ses préoccupations. Nous sommes en démocratie. Certains pensent que leurs préoccupations, à eux, c'est les mégas. Mais merci Yao pour votre intervention. Il parle de conférences. On a appris que vous en avez organisé il n'y a pas très longtemps, et puisque un jour, nous avons vu des affiches circuler. On a eu, par exemple, le nom de Jean Degli. En effet. Oui, c'est des conférences de ce genre dont parle notre ami. Tout à fait, tout à fait. C'est une série de conférences, une saison de conférences que nous avons décidé avec d'autres amis d'organiser pour créer du débat autour de sujets qui ne sont pas souvent, qui ne sont pas canonisés dans les cénacles du savoir, l'académie, l'université. Il y a des sujets qui ne sont pas dans le canon universitaire, mais qui sont importants. Oui, quand vous parlez de débat, c'est clair aussi que sur les médias, on parle d'absence de débat. Vous êtes là, vous avez un certain nombre d'approches que vous développez. Certains pensent que peut-être que c'est ce que vous avez, là, c'est votre opinion. Peut-être que si nous avons un contradicteur de même niveau que vous, vous serez par exemple tenté là et qu'on organise dans les prochains temps. Mais vous savez, si vous pouvez organiser un débat, je vois qu'il y a beaucoup de place sur ce plateau, sur ces questions. Avec des personnes... Des questions liées au continent africain surtout, puisque de plus en plus on en parle. Oui, avec des personnes qui s'y connaissent. Vous êtes partant. Ok, c'est noté. Allô? Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, c'est madame ici. C'est le soir de mer.
Vous étiez à la messe, vous avez prié au niveau de ces sacrements, vous avez confié le sort du Togo. Ça, par exemple, je le sais. Ça, par exemple, je le sais. La semaine prochaine, par exemple. Voilà. Maintenant, allez-y pour votre question. C'est le rituel plutôt. Voilà. Les universitaires viennent de parler ce matin. Je vais expliquer là. Les djihadistes, terroristes, tout ça là, comment on les appelle? Moi, je les appelle plutôt les frustrés. Sortez-vous aujourd'hui. Parce que ça n'existait pas avant. C'est pas à cause de la mauvaise gouvernance, l'injustice criarde, des gens qui s'accaparent du pouvoir, ils refusent d'alterner et de faire la démocratie. Hein? Et ils profitent seuls des biens des pays. Ils sortent de là, non? Hein? C'est la question. Les djihadistes sortent de là. Hein? Les gens s'accaparent du pouvoir, comment on peut dire, affament la majorité. Et ils se font des affaires juteuses avec l'Occident et tout le reste. Ça sort de là. Et maintenant, si les universitaires viennent nous dire aujourd'hui, nous parler du panafricanisme, au lieu que le panafricain là, le nationaliste a été assassiné, pourquoi? Parce qu'il est nationaliste, il est panafricain, il a craché sur le CFA, non? Hein? Il doit être indépendant, monétaire, politique, social, tout ce qu'on veut, non? Et le régime qui a collaboré, maintenant vous le traitez de panafricain. Pourquoi vous le faites ça? Vous, les universitaires, vous êtes formés par l'État, par le pays, pour le sauver en cas de comment dire ça? Pour défendre la République en danger. Et si vous venez encore vous bourrer le mot aujourd'hui, c'est pas normal. C'est noté, madame. Et si trouve que ce n'est pas normal. Non, en fait, d'abord, il ne faudrait pas qu'elle extrapole en parlant de vous les universitaires. Non. Ce que je dis, ce n'est pas les universitaires qui m'ont mandaté. Un peu de retenue et de respect pour nos collègues. Vous savez, madame, ici, je vais vous répondre directement. Nous ne disons pas que le gouvernement togolais est un gouvernement panafricaniste. Non. Nous disons que le gouvernement togolais a posé des actes d'un rare acabit, des actes de solidarité concrets en faveur des peuples du Burkina, du Niger, du Mali. Et le gouvernement togolais a ainsi répondu à des préoccupations que nous autres, populations africaines, nous avons. Qui pour aider ces États? Qui pour les défendre dans les cénacles de discussion diplomatique? Et le Togo a répondu, ou répond en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dans ce sens. Alors le Togo satisfait cette soif qu'ont plein de panafricanistes africains. Alors madame, moi je veux vous suggérer de reconnaître lorsque le gouvernement pose des actes positifs. Vous savez ce qui aurait dû se passer au Niger? Si des pays comme le Togo ou l'Algérie n'ont pas refusé que leur territoire soit utilisé comme base d'opération, les Nigériens, population du Niger, auraient été bombardés, pilonnés au napalm. Et ceux dont je vous parle, ceux qui sont dans le domaine le savent. Alors, vous ne pouvez pas critiquer un gouvernement qui est le nôtre, qui pose des actes aussi salvateurs pour d'autres peuples africains. Sur ce terrain, non. Vous pouvez peut-être critiquer le gouvernement togolais dans des secteurs de sa politique publique nationale. Mais vous pouvez en parler. Les politiques publiques ne sont pas parfaites. Justement, un auditeur parlait de plus de mégas. Ce sont des questions techniques de politique publique. Mais là, nous parlons de questions de solidarité avec des peuples qui sont en danger. Voyez bien qu'il faut quand même reconnaître au gouvernement togolais ce courage, c'est tout. Maintenant, que vous vouliez vous les appeler panafricanistes ou pas, ça ne change rien en les actes concrets que le Togo pose. Bien, voilà. Merci pour votre explication ou votre réaction à la préoccupation de madame ici. Après elle, notre auditeur, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Pelé. Pelé, c'est la première fois que Pelé arrive carrément après, après 30 minutes.
Pelé, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mais je suis en train de suivre le Nana FM Jean-Pierre Fabre. Ah, ok, Jean-Pierre Fabre intervient à Nana FM. Oui. Ok, allez-y. Ok, docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Oui, je suis juste pour vous féliciter pour votre position en ce qui concerne l'histoire de l'Afrique et du monde. Je vous félicite, mais la question que je voulais poser quand je vous entends féliciter le gouvernement togolais, et qui a posé un acte. Bon, est-ce que cet acte-là, c'est contre la CEDEAO en faveur du Niger ou bien d'un acte du panafricanisme? Merci. Bien, merci. Vous l'avez écouté? Oui, c'est un acte de solidarité africaine. Maintenant, je crois qu'il faudrait, il faudrait éclipser le mot panafricanisme, parce que je l'ai dit, c'est un fourre-tout qui porte à confusion. Mais dans la pratique, le gouvernement togolais a posé des actes de solidarité contre une tendance majoritaire au sein de la CEDEAO, mais une tendance qui est pilotée de l'extérieur. Mais si vous voulez rentrer dans la cuisine de nos États, aucun État de la CEDEAO veut faire la guerre au Niger. Aucun. Les militaires ne veulent pas faire la guerre contre leurs frères nigériens. Et vous avez vu même les rapports français l'ont dit que les pays de l'Afrique occidentale ne sont pas favorables à une intervention militaire. Et donc, le chef de l'État du Togo, le gouvernement togolais, n'a fait que dire haut ce que les autres, un peu plus peureux, n'arrivent pas à dire, mais qu'ils pensent. Mais est-ce que vous avez lu un papier paru cette semaine, hein, dans un journal français qui parle du jeu trouble du Togo? Oui, je l'ai lu. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Mais qu'en pensez-vous? Il y a certains paragraphes qui me semblent très pertinents. Mais en général, je crois que c'est un papier qui vise à attaquer le Togo. C'est l'objectif du papier. Oui. Vous savez, on n'écrit pas comme ça. Les papiers, ce sont des missiles. On les écrit pour dire quelque chose. Donc c'est un papier qui est fait pour... Mais est-ce que selon vous, il y a jeu trouble ou pas? Non, du point de vue externe, il n'y a pas de jeu de trouble. Parce que quand vous voyez le ministre Doucet, à qui j'envoie des fleurs en passant, qui s'exprime devant la tribune du Monde, en disant là, et seulement là, jamais ici dans la sous-région, mais devant la tribune du Monde, que le Togo ne va pas se laisser utiliser pour déstabiliser d'autres États, et que le Togo ne veut que la paix, rien que la paix. C'est une position qui est claire. Maintenant, peut-être dans les coulisses des rapports diplomatiques, il y a eu des positions prises par le Togo qui sont peut-être en contradiction avec la nouvelle position actuelle. Mais c'est une affaire qu'ils doivent régler entre eux dans les coulisses. C'est une affaire qu'ils doivent régler entre eux dans les coulisses. Mais ce que nous savons, c'est que nous ne voulons pas et nous soutenons fermement notre gouvernement. On ne veut pas de guerre. On ne veut pas qu'on nous brûle le Niger. On ne veut pas. On ne veut pas. On veut la paix. Nous autres, nous peuples africains, on n'est pas des peuples qui font la guerre pour tout. On ne veut pas de guerre. Nous avons reçu notre indépendance symbolique en 60. Nous voulons avoir notre indépendance concrète, substantielle, bientôt. Et nous ne voulons pas qu'on nous retarde. Pas de guerre. Bien, Voilà. merci. Allô? Allô, Pierrot, bonjour. Bonjour. Salut l'invité, c'est M. Kolani depuis Agoué. Bonjour, monsieur Kolani. Oui, d'abord, je vous félicite l'invité. Mais je voulais que les gens comprennent. Quand le gouvernement fait quelque chose qui est bon, ils ne sont pas nous ennemis. Mais il faut le dire. Moi, Voilà. je suis politicien. Il faut le dire. Mais sur le plan extérieur, nous allons toujours remercier le gouvernement pour ce qu'il fait. Seulement, c'est une opposition, vous allez me permettre le mot irresponsable, qui en face de ce gouvernement, c'est pourquoi de ce crime, si on le peut pendant donner beaucoup à ceux qui se disent opposants. Pour les élections passées. On a vu ce qui s'est passé, je disais, une unicité de ces opposants-là. Aujourd'hui, on disait peut-être dans une transition. Mais donc, comprenez bien que le chef de l'État, qui a eu le courage, même d'appeler l'opposition en lui disant,
c'est une minorité qui s'accapare, c'est une situation, c'est qu'il n'avait pas de présenté pour avancer. Mais il faut une opposition responsable devant lui. Mais quand on n'a pas ce genre de choses, il est obligé de voir l'extérieur. Mais seulement, il faut demander au peuple, aussi au gouvernement, de prendre ses responsabilités parce que le peuple d'abord, même si vous avez une opposition qui est fragile, pensez au peuple. Donc c'est pourquoi nous demandons chaque fois qui libère des prisonniers politiques. Ici, on s'assoit sur une grande table comme des gens comme vous, pour venir sur la table pour qu'on puisse voir comment il faut faire décoller le Togo. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Sinon, si quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut l'appliquer, lui n'est pas fait. Je m'arrête ici. Merci. Bien, merci Kolani pour votre intervention depuis à Guenivé. Kolani qui n'a plus l'habitude de participer au D12, je ne sais pas pourquoi. Merci quand même d'être passé ce midi, Kolani. Est-ce qu'on a derrière Kolani? Est-ce qu'on a un autre auditeur? Allô? Notre Assemblée nationale sur la certaine. Est-ce que n'a pas pu, ou bien je ne sais pas si l'agenda constitutionnel peut se respecter. Selon l'agenda constitutionnel, je pense que le 20 décembre, est-ce qu'on peut avoir une élection législative dans cette durée-là? Qu'est-ce qui n'arrive pas? Qu'est-ce qui va se passer? Merci. Bien, merci. Oui, normalement, l'agenda constitutionnel se respecte s'il n'y a pas de crise. Et il n'y a pas de crise actuellement, pas de crise politique. Donc normalement, à partir du 20 décembre, de droit, l'actuelle Assemblée nationale rentre dans la période où elle ne fera que la gestion des affaires courantes. Et je crois que les élections devraient se tenir, pas en décembre, parce que vous voyez, après le 20, c'est la période des fêtes. Peut-être en janvier, ou pourquoi pas en février. Mais les élections législatives devraient normalement se tenir. Quant aux élections régionales, c'est une nouveauté. Je ne sais pas trop. Il n'y a pas encore de... Parce qu'il est prévu, par exemple, pour ce qui concerne les députés à l'Assemblée nationale, que ceux qui sont là restent en fonction jusqu'à l'entrée en fonction de nouveaux députés. Je crois que cela devrait en principe régler une question éventuelle de vacances. Bien sûr, bien sûr. Il nous reste une douzaine de minutes. Est-ce qu'on a encore un auditeur? On va l'insérer avant de revenir sur quelques questions d'actualité nationale. Allô, bonjour. Allô, bonjour. C'est ici qui revient. Bonjour, madame. Je voudrais demander à monsieur là. Allô, allô? Allô, allô? Madame, notre invité s'appelle Docteur Ekwegada. D'accord, monsieur Écoute. Voilà. Je voudrais lui demander là. Depuis cette fois que le Togo ici, les coups d'État, toute l'Afrique l'a repris là. Tous les fonds, tous les jours, tous les États là. Et le Togo se bat pour sa liberté et la démocratie. Au fait de ce pays-là, qui peut nous dire à moi s'il y a un seul pays d'Afrique qui a soutenu le Togo dans ce combat pour la démocratie? Aucun. Personne. Et pourquoi on s'occupe du Sahel, de ces gens-là? C'est habitué à faire des coups d'État tout le temps. Madame, Madame, ici. Je vais demander à M. Kouy, est-ce qu'il est fier de l'État dans lequel se trouve l'Afrique en ce moment? L'Afrique est en lambeau. Ça fait pour titre militaro-constitutionnel. Est-ce qu'il en est fier? Qu'est-ce que ça lui fait? On n'a pas nous laisser avec les coups d'État, les machins, tout ça là. Pourquoi on avance? Pourquoi on se développe? Bien, Les gens ne veulent pas détruire l'Afrique, le continent, pour utiliser l'argent. On ne va pas périr pour ces gens-là. mais merci, madame, merci pour votre intervention. Madame, merci pour votre intervention. J'avais voulu lui poser une question, mais c'était de savoir si elle était pour une intervention militaire ou pas au Niger, mais malheureusement, elle a accroché. Oui, bon, je ne sais pas quoi lui répondre. Je crois qu'elle demande mon avis. Non, nous constatons tous que nous avons beaucoup à faire dans nos pays. Dans le domaine de la santé, le domaine de la scolarisation, de l'éducation, de la citoyenneté. Nous avons beaucoup à faire. Il y a de grands chantiers au plan interne dans presque tous nos pays. Mais il y a un proverbe africain qui dit aussi que lorsque la maison de votre voisin brûle, et si vous ne l'aidez pas, ce sera la vôtre qui brûlera la prochaine fois. C'est juste un principe de solidarité africaine.
elle-même, il lui sera déjà arrivé que n'ayant rien dans sa poche ou n'ayant pas fini de satisfaire tous ses besoins, elle fait de l'aumône, elle donne, elle aide des personnes qui viennent vers elle ou qui sont sous son regard et qui sont dans le besoin. Elle a aussi des charges, mais pourtant elle les aide. C'est juste ce principe de solidarité. D'accord? Donc il n'est pas nécessaire que le Burkina, le Mali, le Niger viennent intervenir au Togo pour qu'il y ait alternance. Pour que, quand ils ont des problèmes de sécurité, le Togo ne les aide pas, ou bien que le Togo les aide. Pas du tout. Et puis, il faut savoir, elle a dit que nous avons eu l'indépendance et depuis, nous avons lutté pour la démocratie. Je crois que aujourd'hui, il faudrait que nous commencions par relativiser le discours sur la démocratie. La démocratie n'existe pas en Afrique. La démocratie n'est pas notre destinée politique. La démocratie fut une distraction pour les États africains. Et nous travaillons pour trouver d'autres systèmes alternatifs d'équilibre, pour qu'il y ait l'équilibre et l'harmonie dans nos États. Dans tous les Donc, États. nous ne sommes pas là. Ce que vous dites là, est-ce que ça vaut? Nous ne battons pas pour la démocratie. Est-ce que ça vaut pour tous les États africains? Puisque quand on évoque la question de la démocratie, elle s'essaie d'une certaine manière, avec plus ou moins de succès, qu'on soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, oui, en Afrique australe, en Afrique francophone ou francophone. Oui, mais le problème avec la démocratie, c'est qu'elle n'est pas une fin. Elle est un processus infini. C'est comme un serpent de mer. La démocratie ne peut pas être un objectif concret. La démocratie, c'est juste un idéal. Permettre à ce que les peuples s'expriment lorsqu'on les gouverne, on les gouverne avec eux, pas sans eux. C'est un principe. Dans ce principe, maintenant, il y a plusieurs systèmes politiques qui peuvent implémenter ce principe. Il faut que nous cherchions, nous trouvions, nous autres ici, un système politique d'équilibre où personne ne se sentira exclu et où le pays sera en équilibre. Quand vous parlez, donc, on ne se bat pas pour la démocratie. Non, quand vous parlez de nous autres, oui, vous parlez du Togo, vous parlez de cet espace africain que vous défendez. Je parle de cet espace africain virtuel, mais aussi réel, qui aujourd'hui est en train de se construire. Et c'est d'ailleurs cette mentalité qui relativise la longévité de certains dirigeants au pouvoir. Nous relativisons aujourd'hui. Parce que nous disons que nous ne devons pas lutter pour que chez nous, on mette en place un système qui est étranger. Non. La démocratie a échoué. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont fait le diagnostic des expériences africaines l'ont dit qu'en Afrique, il n'y a pas de démocratie. Ça n'existe pas. Comment vous pouvez faire la démocratie dans une société... Non, qu'est-ce qui existe alors? C'est la dictature? Ce n'est pas la dictature. Non, est-ce que c'est la dictature? Non, ce n'est pas la dictature, puisque nous avons des textes. Et les textes se respectent relativement. Ce n'est pas la dictature. Mais nous sommes en fait dans une transition vers un système d'équilibre. Ça va se trouver, on va le trouver. Mais on n'est pas ici. En tout cas, s'il y a des partis politiques ou des collègues qui se battent pour la démocratie, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Peut-être ils pourraient dire qu'ils se battent pour l'alternance. Mais écoutez, il y aura l'alternance un jour. Après l'alternance, ils ne vont plus se battre. Mais non, la société continue. Donc, ce que nous devons chercher, ce n'est pas ces choses. C'est le vocabulaire qui nous a été imposé par le principe, par le processus d'importation des normes depuis les années 90. Nous, on ne se bat pas. Vous voyez, le Togo n'a pas connu d'alternance depuis 67. Mais le Togo a beaucoup d'acquis aujourd'hui à conserver. Et s'il doit y avoir alternance, il y a plein d'acquis qu'on ne doit pas remettre en cause. Et nous avons l'avantage. Par exemple, le système sécuritaire et beaucoup d'amitié internationale que le Togo a. Et il y a beaucoup d'amitié du point de vue du commerce international que nous avons. Et il y a une tradition qui est togolaise, qu'on ne peut pas remettre en cause. Du coup, mais nous l'avons eu parce qu'on a eu la chance d'avoir connu de la continuité historique du point de vue politique. Maintenant, si cette continuité a produit beaucoup de mécontents, le débat est ouvert. C'est d'ailleurs pour ça qu'au plan interne, nous devons beaucoup dialoguer entre les partis politiques, les mouvements citoyens, pour que de plus en plus de conditions, de bonnes conditions humaines et sociales soient garanties aux populations. Par exemple, nous avons eu des critiques contre des structures comme la FNFI, avec tout le respect que je dois pour tous les acteurs de cette fantastique structure. Je pense que s'il faut donner 100 000 francs à des dames, à 1000 dames, ce qui fait 1 milliard, 100 000 francs à 100 000 dames, ça fait 1 milliard, il vaudrait mieux créer une grosse entreprise à 1 milliard pour engager beaucoup de personnes.
Et donc là, il y a beaucoup de débats à faire sur les choix de politique publique pour population. Beaucoup de débats à faire. Mais, je vous en prie, chers auditeurs, soyons fiers de ce que nous avons été de notre histoire. On a assassiné Sylvanus Olympio, nous assumons cette histoire. Il y a eu le général pendant plusieurs années, nous assumons cette histoire. Il y a l'actuel chef d'État qui a essayé, qui essaie de redresser certaines choses, nous l'assumons. Mais l'histoire continue. Et nous devons capitaliser sur nos acquis en essayant d'améliorer les choses qui ne vont pas très bien. Encore 2 ou 3 questions pour finir cette émission. Une commission parlementaire pour enquêter sur le dernier rapport consacré à l'utilisation des fonds Covid. Beaucoup sont surpris qu'on ait mis en place cette commission. Quelle est votre appréciation? J'ai juste l'intuition que ça doit être la BAD qui continue de faire pression, puisque ce sont des fonds qui ont été en grande partie mobilisés à travers la BAD. Et on sait que c'est la BAD qui avait demandé le rapport. Et on sait que le rapport a connu des relectures successives. Il y a une partie des parties qui ont été enlevées, ainsi de suite. Et je crois que c'est de l'extérieur que cette enquête est demandée. Maintenant, je n'ai pas pris les informations à la source sur la question. C'est mon avis personnel. Maintenant, nous sommes à 3 mois de la fin du mandat, de la mandature actuelle. Je ne sais pas exactement combien de temps cette commission d'enquête mettra pour faire les enquêtes. Mais si les enquêtes ne finiront pas avant l'expiration du délai de l'Assemblée, je crois que les institutions vivent dans la continuité juridique. La prochaine Assemblée pourra continuer les enquêtes. Je ne trouve pas de problème. Je ne voudrais pas en faire une question d'ordre national ou un débat important. Il y a eu des fonds mal gérés ou bien gérés. Il faut que des enquêtes, des audits soient faits. Ça sera fait et puis on verra. J'avais dit en introduction qu'un certain nombre de Togolais veulent quitter le pays, vous le savez, avec la loterie Visa. Vous promenez en ville, vous avez tous ces kiosques qui invitent à voter ou à jouer plutôt. Vous êtes tenté de quitter? Pas du tout. Moi? Mais non, pas du tout. Pas du tout, ça ne me dit rien du tout. Oui, mais quel est... Vous savez, j'ai fait 15 ans à l'étranger, en Europe. Mais quelle est votre impression générale sur cette invite des Américains à ce que certains viennent finalement devenir Américains? Non, c'est la crise au niveau des forces armées. Vous savez que la plupart des jeunes qui vont à travers ce processus finissent dans l'industrie, dans la sécurité ou dans l'industrie militaire. Et là, on ne parle pas de légion étrangère aux États-Unis. C'est la France qui a ce concept. Mais les Américains également ont, dans le corps des Marines, beaucoup de militaires qui ne sont pas vraiment américains, qui sont issus de ce... En fait, c'est une extraction de jeunes africains pour servir des intérêts américains. Ça va continuer. Mais comment comprenez-vous que tant d'Africains se précipitent? Non, c'est parce que les jeunes qui s'y inscrivent, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de débouchés. Pas seulement les jeunes. Des adultes? Non. Je ne suis pas trop informé, mais je sais qu'il y a une limite d'âge. Et j'ai l'impression que la limite, c'est le seuil entre la jeunesse et l'après-jeunesse. C'est pour cela que je parle de jeunes, tout simplement. Mais c'est parce que ceux qui s'y inscrivent, ils ne trouvent pas de débouchés qui les satisfassent ici. Ils pensent qu'aux États-Unis, ils iront mieux, ils vivront mieux. Ça marche bien pour certains, mais pour d'autres, c'est beaucoup de déboires. C'est des choix de vie personnels. Moi, personnellement, je ne suis pas contre le fait que des Togolais voyagent, aillent au Canada ou aillent aux États-Unis, qu'ils y aillent, qu'ils apprennent et qu'ils y restent. Parce que demain, lorsque nous serons beaucoup plus importants comme État, ils seront de l'autre côté du personnel humain bien formé qui collaborera valablement avec nos États. Il faut qu'il y ait des Africains partout, aux États-Unis, en Chine, en Australie, partout, qu'ils y aillent, qu'ils aillent. Et ceux qui restent, qu'ils se forment et qu'ils travaillent pour leur pays. L'histoire nous donnera raison. Bien, merci. Merci d'être venu. Je vous en prie. Merci. Vous êtes Dr Gada Ekwe, président de Citoyens Unis pour l'intégration, précédemment Mouvement panafricain ALAGA. L'émission que vous venez de suivre, elle s'achève ainsi. Elle sera rediffusée à partir de 19 h. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Akiobé.
Bonne suite de programme sur Pyramide FM. Au revoir.